Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'actualité des marchés avec 3 voix bien connues de nos auditeurs, à savoir l'analyste de la revue L'Investisseur, Yuri Huygen, ainsi que mes collègues de la rédaction de l'Écho, Bruno Ravescott et Charles Régnier. Messieurs, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Au menu du Tracker Talk de cette semaine, beaucoup de choses. D'abord un point sur les fameux droits de douane américains. Un mois après le vent de panique venu de la Maison-Blanche qui a fait plonger les indices boursiers à mesure que le président Trump imposait des droits de douane à ses principaux partenaires commerciaux, la situation semble se calmer, grâce notamment aux accords commerciaux signés cette semaine par la Chine et les États-Unis. Mais nous le verrons dans cette émission, l'incertitude reste élevée pour bon nombre de sociétés cotées. Dans cet épisode, nous aurons aussi l'occasion de revenir sur les sociétés immobilières cotées à la Bourse de Bruxelles, et pas n'importe lesquelles, puisque nous allons nous focaliser sur 2 sociétaires du Bel 20. Ils sont sous les feux des projecteurs, c'est Aedifica et Cofinimo, toutes les 2 impliquées depuis le début du mois dans un jeu du chat et de la souris, puisque Aedifica a fait une offre sur sa concurrente, offre rejetée par Cofinimo. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Permettez-moi encore de vous rappeler que nous enregistrerons très bientôt une émission en public au Kinépolis de Bruxelles. Ça se passera le lundi 26 mai prochain. Si vous souhaitez y assister, rendez-vous dans les notes de cet épisode ou sur le groupe Facebook Les Trackers de l'Écho pour vous inscrire gratuitement à cette soirée. Donc la Chine, pour remettre quand même là aussi les chiffres en perspective, c'est aujourd'hui entre 19 et 20% du PIB mondial. Dans un indice action international, c'est 3 ou 4% de l'indice. D'accord ? Les États-Unis, c'est 22% du PIB mondial, c'est 70%. Donc nous, on est là pour investir, comme on le disait, sur la durée, en allant chercher les inefficiences de marché là où elles sont. À notre sens, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'argent aux États-Unis et la désaffection par rapport aux actions chinoises ne fait aucun sens par rapport à cette part du PIB venant de la Chine. Alors la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Céline Picmal-Prade, gestionnaire d'actifs que nous avons rencontrée la semaine dernière à Paris pour une prochaine émission de Tracker. Elle était très enthousiaste sur les valeurs chinoises et comme je vous le disais dans l'introduction de cet épisode, ces derniers jours on a assisté à une accalmie sur ce qu'on a appelé la guerre commerciale avec notamment des accords entre la Chine et les États-Unis. Alors Yuri, est-ce qu'il faut être aussi bullish que Céline Picmal-Prade sur le marché chinois ? Alors, à l'investisseur, on est un rien plus réservé au sujet du marché chinois. Comme elle vient de le dire, effectivement, c'est une grande économie, mais qui ne représente pas grand-chose au niveau boursier. Alors, la difficulté pour l'investisseur occidental, c'est aussi de la manière dont il peut investir en Chine. On va dire qu'il y a surtout 2 grands indices. Il y a donc l'indice de Shanghai, donc où on retrouve surtout ce qu'on appelle des valeurs A, des entreprises chinoises qui sont surtout actives en Chine, mais qui ne sont achetables que par des investisseurs chinois, quoi. Donc, alors il y a aussi naturellement la bourse de Hong Kong qui nous intéresse plus nous en tant qu'investisseurs belges et occidentaux. Donc c'est à Hong Kong qu'on retrouve des valeurs telles que Meituan, Alibaba, Tencent. Alors c'est vrai que quelque part, je comprends beaucoup de gestionnaires qui se disent voilà, on veut s'intéresser à un marché faiblement valorisé, et c'est le cas de la Chine en règle générale. Donc on paye 12 fois le bénéfice attendu, alors que certains indices américains se traitent à des rapports coût-bénéfice de 20, 22, c'est pas un peu plus, quoi. Donc, alors c'est vrai que si la Chine a tellement mal performé ces dernières années, c'est parce qu'il y avait aussi de l'ingérence de l'État chinois. Des groupes comme Tencent ou Alibaba auraient pu être bien plus grands si les autorités chinoises n'avaient pas mis leur nez dans leurs affaires, quoi. Donc, et puis il y a eu tout ce souci aussi lié à l'immobilier chinois, quoi. Donc, un Evergrande, quoi. Donc un dossier qui n'est pas encore résolu, quoi. Donc tous ces promoteurs immobiliers chinois vont encore très mal, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est le cas aussi en Europe, quoi. Donc, mais je veux dire, je pense honnêtement que ce n'est pas le moment de s'intéresser massivement au marché chinois. Par contre, ce que nous on dit à l'investisseur, c'est que
on peut s'intéresser effectivement à des valeurs, on va dire, Internet chinoises, justement comme Tencent, comme Alibaba. On peut le faire au travers de trackers. Et c'est un placement intéressant dans la mesure où toutes ces valeurs Internet chinoises se négocient avec des décotes mais manifestes par rapport aux grands noms américains. Et donc, moi, je jouerais plutôt cette carte-là et pas simplement les valeurs de secteurs traditionnels comme la finance ou le secteur de la distribution chinoise. Je vois pas l'intérêt direct, mais jouer la carte surtout des technologies chinoises, ça oui. Sur le problème de la Chine, il y a un problème aussi économique fondamental. On parlait de l'immobilier, mais c'est aussi les conséquences que ça a sur les citoyens et les consommateurs chinois. La consommation en Chine a été particulièrement touchée, notamment à cause des déboires de l'immobilier au travers des achats immobiliers des citoyens chinois. Donc voilà, ça ne vient pas non plus de nulle part, le fait que ces marchés en ont pris vraiment dans la figure pendant un bon moment. Et le rebond qu'on constate depuis quelque temps, il est essentiellement en fait celui de la tech chinoise dont parle justement Yuri à la bourse de Hong Kong. Ouais. D'ailleurs, le gouvernement chinois, ils ont quand même un peu fait une main tendue à leur géant de la tech là en début d'année, ce qui avait aussi en partie alimenté la hausse des acteurs technologiques chinois, quoi. Donc ça fait un peu faire écho à ce que Bruno disait, quoi. Et sur le poids, finalement, qu'ont ces acteurs, s'ils n'ont pas beaucoup de poids au niveau mondial en bourse, il faut juste rappeler que la plus grosse capitalisation qui est Alibaba, c'est peut-être 250 milliards en dollars, je dirais, plus ou moins. Quand on regarde les capitalisations, les méga caps américaines, on est à des 3000 milliards, type Apple, Microsoft ou Nvidia. Mmh. Donc il n'y a pas que la guerre commerciale qui a mis ces actions sous pression, il y a des problèmes de fond aussi auxquels les investisseurs doivent faire attention. On voit aussi que d'autres accords ont été signés ces derniers jours entre les États-Unis et certains partenaires commerciaux comme le Royaume-Uni. À chaque fois, il y a eu une réaction assez positive des marchés, si bien que la plupart des indices qui avaient fortement chuté début avril au moment du Liberation Day ont quasi ou même complètement résorbé le retard pris. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise est derrière nous ? Alors ça, c'est difficile évidemment à dire. Il est clair que l'accord, le deal qui a été annoncé, c'est plutôt un pré-accord en fait entre la Chine et les États-Unis, a clairement donné un coup de fouet à Wall Street avec des hausses quand même de nouveau assez impressionnantes et effectivement des indices, tous les indices de Wall Street, il manquait plus que le Dow Jones, ont tous rattrapé leur retard depuis le Liberation Day. On a un indice Nasdaq 100 qui est reparti en bull market, il avait descendu de 20%, donc voilà, il récupère les 20%, évidemment il se retrouve en bull market. Maintenant évidemment on est de nouveau à la croisée des chemins, on peut se reposer des questions, on peut douter aussi sur d'abord l'incertitude qui a marqué quand même les 6 dernières semaines et dont on n'a pas fini sans doute d'en voir l'impact, notamment au travers des chiffres des entreprises, et puis de manière générale sur le deal, il faudra voir évidemment dans 90 jours, qu'est-ce qui se passera. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, annonce qu'il peut encore reconduire le délai. Bon, maintenant, ça nous ramène quand même à la mi-août. D'ici là, il faudra voir aussi si ce deal est respecté. Moi, j'aimerais encore souligner 2 points, à la limite un point positif et un point négatif. Le positif en Europe, c'est qu'on parle de plus en plus de pourparlers de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Alors, il est clair que si on aboutit vraiment à un accord entre ces deux pays, c'est surtout l'Europe qui devrait en profiter. Par contre, d'un point de vue négatif, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est les chiffres de l'inflation en fait, qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, parce que quand je vois l'évolution des taux longs en Europe, on assiste de nouveau à une remontée des taux. Et s'il y a bien quelque chose que le consommateur n'aime pas, et les entreprises, c'est bien des taux élevés, quoi. Donc là, je pense qu'il faudra faire attention au cours des prochaines semaines et voir comment l'inflation évolue en Europe et également aux États-Unis. Oui, Bruno, tu viens d'en parler. Charles, tu
t'as un peu disséqué les résultats d'entreprise et on voyait que le mot incertitude était omniprésent dans les perspectives. Il a peut-être jamais été aussi présent en fait. Donc c'est difficile à juger parce que je me suis basé sur une étude faite par Bloomberg et donc ils n'ont pas commencé à faire ça il y a 100 ans. Mais voilà, en tout cas, le mot incertitude a été plus utilisé que durant la crise de Covid ou durant la grande crise financière de 2007-2008. Donc on voit vraiment que du côté des entreprises, durant les résultats du premier trimestre, c'est vraiment le mot qui est le plus souvent revenu, quoi. C'est incertitude, incertitude, incertitude. Et du coup, comme le dit Bruno, ça vient du fait que, oui, voilà, c'est extrêmement dur de prévoir la suite. Donc, il y a d'un côté, ici, par exemple, avec le deal entre la Chine et les États-Unis, c'est une trêve, en fait. C'est un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qui se passe après les 90 jours? Personne ne le sait. Alors, comment les entreprises, elles font pour évaluer l'impact sur leurs résultats, etc. C'est très difficile. La plupart ont mis en exergue qu'il y aurait un impact, en tout cas beaucoup d'entre elles, mais quasi la totalité ont surtout dit que c'était extrêmement difficile de mettre un chiffre définitif sur cet impact, en fait. Il faut pas oublier non plus que la trêve, c'est on passe de 145% de tarifs douaniers, le niveau des tarifs douaniers de 145% à 30%. Alors c'est une baisse notable, certes, mais 30%, ça reste encore un niveau quand même particulièrement élevé. Ouais, je pense que l'idée, c'est que du côté des investisseurs, ce qu'on se dit, c'est que, ok, le pire est derrière nous. C'est peut-être plus ça. Plutôt qu'on dire, c'est la fin, non, mais le pire est derrière nous. Je pense que c'est un peu ça l'espoir, quoi. Mais il est clair que quand on regardait les résultats d'Unilever, moi ce qui m'a fait sourire, c'est la dernière page, donc qui reprend donc les perspectives pour 2025. En fait, Unilever a simplement fait 2 colonnes, une avec des droits d'importation et l'autre sans. Donc voilà, il ne se mouille plus. Et c'est vrai que dans bien des cas, les entreprises sont bien obligées de partir de différents scénarios. Si je prends l'exemple à la limite de Ahold Delhaize, où c'est un peu différent. Ahold Delhaize fait simplement ses prévisions en disant voilà, on tient compte d'un taux de change euro-dollar de 1,10 et on verra bien comment le dollar évoluera au cours de l'année, quoi. Donc, mais il est clair que l'incertitude est omniprésente dans la publication des résultats d'entreprises. Et qu'on a vu aussi énormément d'entreprises tout simplement abandonner leurs prévisions, plus de perspectives du tout, et il y en a quand même un paquet. Ou certaines juste dire ça tient pas compte des impacts des tarifs douaniers, ce qui du coup tu te demandes vraiment à quoi ça sert, mais voilà. Et on voit dans les différents secteurs, un secteur en particulier qui est celui des entreprises pharmaceutiques, des biotech, particulièrement touché par cette incertitude et ces tarifs douaniers. Oui, mais avec la différence près que on pensait que les entreprises pharmaceutiques allaient devoir fortement abaisser leur prix des médicaments. Mais Trump a laissé entendre dire hier que c'était pas les prix qu'il fallait qu'ils soient abaissés, mais c'est réduire le nombre d'intermédiaires entre le producteur du médicament et le pharmacien. Et donc cela ferait baisser donc le prix des médicaments. Et donc ce ne sont pas les UCB et autres Argenix qui vont devoir abaisser fortement le prix de leurs médicaments. Oui, puis dans un second temps, visiblement, il met l'accent sur le fait qu'il faudrait que les prix soient rehaussés dans des pays comme chez nous et diminués aux États-Unis. Donc quelque part, il y a peut-être aussi un jeu de vase communicant que les investisseurs en comprennent. Et puis voilà, c'est clair que la décision qui était annoncée, entre ce qui avait été craint et ce qui a été réellement annoncé, c'est quand même quelque chose d'assez flou, et on sent que finalement, on redonne un nouveau répit aux valeurs pharmaceutiques, aux sociétés pharmaceutiques, et que ça va être difficile aussi d'implémenter ces baisses de prix qui traditionnellement font l'objet de pas mal de recours, et notamment d'un lobby pharmaceutique qui est assez puissant aux États-Unis. On rappellera qu'à Bruxelles, pharma biotech, ça représente pratiquement un quart du poids de l'indice. Et toujours à Bruxelles, il y a un gros dossier qui occupe actuellement les suiveurs du Belvinte. C'est l'offre d'Aedifica sur Cofinimo. Donc c'est 2 sociétés immobilières réglementées. C'est les fameuses CIR. Aedifica, spécialiste de l'IMO de santé, a fait une proposition de fusion par échange d'actions sur son concurrent Cofinimo. La proposition a été actuellement rejetée en l'état par Cofinimo. Première question, peut-être pour toi, Yuri, pourquoi est-ce que Cofinimo a rejeté cette offre ?
Alors, on va dire que l'offre n'a pas été, pour ainsi dire, rejetée. La direction de Cofinimo dit, voilà, le prix offert n'est pas suffisant. Alors, c'est un peu normal quand on est une proie, d'exiger un peu plus. On va dire que, aussi bien dans le cas d'Aedifica que Cofinimo, les deux CIR ont ce qu'on appelle un free float, donc un flottant d'environ 100%. Donc, il n'y a aucun actionnaire de référence, il n'y a pas une famille qui peut du style bloquer l'opération. Donc tout ce que la direction peut dire, c'est voilà, offrez un peu plus à nos actionnaires. Alors c'est vrai qu'il y a eu un communiqué de presse qui a été publié mardi et où la direction de Cofinimo demande simplement de relever le prix proposé d'environ 4%. Alors c'est vrai que quelque part, moi je trouve que l'opération tient la route. Alors c'est vrai que Aedifica n'a pas été bête. Donc en début d'année, c'est le titre qui a le mieux progressé. Donc Aedifica avait progressé d'environ 25%. Et puis ils se sont dit, tiens, on va en profiter pour lancer une offre sur Cofinimo qui est notre paire de secteur. Et c'est vrai que ça formerait un très grand groupe, donc on aurait un groupe qui pèse environ 6 milliards de valeur boursière, un groupe qui gérerait 12 milliards d'immobilier. Entre parenthèses, 12 milliards, c'est à la limite, c'est deux fois rien parce qu'en fait, Unibail, Rodamco, le numéro 1 en Europe, c'est 50 milliards. Mais avec 12 milliards, vous êtes quand même le numéro 4 mondial dans le segment soins de santé. Moi, je pense honnêtement que les deux groupes ensemble formeraient en fait un beau groupe. Ils seraient aussi beaucoup plus grands. Ils attireraient aussi l'attention des institutionnels, quoi. Donc à mon avis, ça permettrait à ces deux valeurs de prendre de la hauteur. Il faut dire aussi que voilà, Aedifica a simplement dit qu'ils espéraient obtenir au moins 50% du capital. Donc ils ne cherchent pas à retirer Cofinimo de la cote. Moi, je pense que si Aedifica annonce une offre, on va dire relevée de 4%, je pense que l'opération aura lieu et que ce sera positif aussi bien pour les actionnaires d'Aedifica que ceux de Cofinimo. Et ils ont pas mal même d'actionnaires en commun, en fait. Oui, notamment BlackRock, qui est effectivement un grand actionnaire, donc qui a environ 4-5% du capital, mais qui à lui seul ne peut rien décider. Mmh. Alors une OPA entre deux membres du Belvent, il faut remonter à très longtemps pour assister à une pareille agitation dans l'indice phare de la Bourse de Bruxelles. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une série de consolidations dans le secteur de l'IMO en particulier ? Alors dans le secteur de l'IMO, il y a déjà eu deux opérations importantes ces 3 dernières années. Donc il y a eu l'offre sur Befimo, donc une CIR présente dans les bureaux, et puis il y avait celle sur Intervest Office, donc plutôt présent donc dans les bureaux, mais surtout dans la logistique. Mais dans ces deux cas-là, c'était donc des investisseurs étrangers, donc des fonds qui ont lancé donc une OPA en cash, alors que Aedifica donc propose des actions propres pour reprendre Cofinimo. Alors c'est vrai que la dernière opération en date entre deux grosses valeurs, on va dire belges. À mes yeux, ça doit être donc GBL et la compagnie nationale à portefeuille, quoi. Donc, mais pour le reste, au sein du Belvent, je n'ai pas de souvenir d'autres grosses opérations. Mais dans le secteur des CIR, on pourrait encore effectivement assister éventuellement à une OPA de la part de VDP sur Montea. Et donc, là, on est dans le segment de l'IMO logistique. Tout à fait. Il y a le vent en poupe depuis le Covid. Oui, parce qu'il y a déjà eu plusieurs opérations au Royaume-Uni, donc il n'est pas exclu qu'une opération ait lieu entre ces deux acteurs. Mais là, il y a naturellement une différence, c'est que chez VDP et chez Montea, il y a quelques actionnaires de référence et là, j'imagine qu'on devra discuter un peu plus pour trouver un accord. On a une évolution boursière aussi qui est assez contrastée entre WDP et Montea. Oui et non. Il est vrai que Montea est un petit peu à la traîne par rapport à son grand frère, parce que il est clair que VDP a un portefeuille, je pense, 4 fois plus grand que Montea, mais sur plein de paramètres, Montea est à mes yeux meilleur marché que VDP. Je pense que VDP ferait effectivement une très bonne affaire à racheter donc Montea aujourd'hui assez courtise. Ça très clairement, quoi. Qui a montré qu'il y avait quelques deals d'ailleurs qui étaient assez intéressants, comme c'était pour un entrepôt pour Skechers, la marque de chaussures de sport américaine, qui a été annoncée tout récemment. Donc il y a aussi des
des nouvelles plutôt encourageantes autour de ces sociétés de manière générale. C'est aussi un segment qui se porte bien. Hein. Le taux d'occupation chez Montea est de 99,9%. Donc, je me souviens qu'en 2024, BDP avait dit qu'il y avait peut-être un certain retard dans la demande de la part de locataires, donc pour des biens de logistique. Mais aujourd'hui, les taux d'occupation sont supérieurs à 98% pour ces deux acteurs. Donc, c'est un segment qui se porte très bien. Ce qu'on peut dire finalement, c'est les deux segments qui s'en sortent le mieux dans l'immobilier, le segment soins de santé et le segment logistique. Oui, on va dire que le segment soins de santé se porte actuellement bien mieux que le logistique, donc, mais ce sont deux segments avec des CIR qui ont des structures bilantaires saines et qui ont naturellement, on va dire, beaucoup d'éléments positifs à très long terme, quoi. Donc, J'y pense parce que Cofinimo est aussi un acteur qui était traditionnellement beaucoup plus axé aussi sur l'immobilier de bureau et qu'il s'est séparé quand même d'une bonne partie de cet aspect dans son portefeuille. Parce qu'il reste plus que 15% de bureaux dans le portefeuille de Cofinimo. Alors, une chose est claire, si Aedifica parvient à reprendre Cofinimo, ce portefeuille de bureaux qui vaut environ 1 milliard, donc sur les 12 milliards de patrimoine, sera vendu, à mon avis, dans l'espace d'un an, quoi. Donc, ça sera un pure player. Ça sera un pure player, donc, dans les soins de santé. Et j'imagine que c'est des questions qu'on va entendre dans les AG. Aujourd'hui, mardi, c'est l'AG d'Aedifica, la veille de celle de Cofinimo. Est-ce qu'il y a d'autres AG à suivre particulièrement ces prochains jours ? Il y en a un paquet, on est en plein dans la saison, et j'ai pas l'agenda devant les yeux, mais effectivement, cette semaine, c'est l'AG mardi de Aedifica, suivi de celle de Cofinimo. Il me semble que celle d'Aedifica, il n'était pas question encore vraiment d'approuver le deal. Ça se fera avec une AG extraordinaire qui aura lieu un peu plus tard, je pense au mois de juin, si je ne m'abuse. Et donc oui, des AG, il y en a tout un paquet encore la semaine prochaine. On est en plein dans la saison. Et justement, je vous propose de passer à la dernière partie, la question des trackers de l'écho, où on va écouter la question d'Abdelmajid, un jeune investisseur que nous avions rencontré il y a 2 ans, alors qu'il revenait d'une AG, pas n'importe quelle AG, celle du holding américain Berkshire. Vous savez, celui-là même fondé par un certain Warren Buffett. On écoute sa question. La question que j'ai pour les trackers de l'écho, c'est la suivante. En tant qu'investisseur, est-ce que vous êtes sûr d'exercer tous vos droits ou est-ce que vous restez en retrait et vous laissez les dirigeants de la société prendre les pouvoirs quasi absolus parfois sur une société alors qu'elle vous appartient? Ça, c'est la question que j'ai pour les trackers de l'écho. Alors, qui va faire un tour dans les AG pour faire valoir ses droits d'actionnaire? Ça dépend déjà le poids qu'on a en tant qu'actionnaire. Disons qu'avec une petite action, c'est difficile évidemment de prendre de la voix comme des actionnaires qui sont plus clairement investis évidemment dans le capital. Après, il y a le côté investisseur activiste, par exemple, qui prennent généralement une part, on va dire raisonnable quand même de la société pour pouvoir peser. Mais s'agissant, s'il faut ramener ça à Warren Buffett, il faut quand même rappeler que Warren Buffett laissait une marge assez conséquente de manœuvre au sein des sociétés qui sont dans son portefeuille. Ne fût-ce que parce qu'au-delà de tout ce qui est le critère value, évidemment qu'il avait hérité de son mentor Ben Graham, il y a tout l'aspect qualité de la société, et ça c'est plutôt ce que lui a conseillé de faire son colistier de toujours, Charlie Munger, qui est décédé il y a un peu plus d'1 an. Et cette idée de qualité, c'est choisir des sociétés qui sont de qualité, mais aussi parce qu'elles sont gérées de façon qualitative. Donc ici, en l'occurrence, je pense que ça serait plutôt de choisir des sociétés qui sont aussi bien gérées, qui serait un gage de bon investissement. Maintenant, dans le cas de Warren Buffett, il me semble que Warren avait environ 15% du capital de Berkshire Hathaway, mais environ 38% des droits de vote. Alors bon, on a beau remplir un stade avec 60 000 personnes avant d'avoir son mot à dire face à quelqu'un qui détient environ 40% du capital d'une entreprise. Faut déjà y aller, quoi. Donc, mais il est vrai que ce qui est intéressant à toutes ces AG, c'est le fait de
pouvoir rencontrer vraiment la direction. Alors bon, c'est vrai qu'on ne fera pas changer le management. Enfin, il va pas changer sa manière de gérer l'entreprise, mais on peut très facilement, donc dans la partie dite officielle, quoi, donc aller poser des questions à la direction et à la limite simplement boire un verre avec un CEO d'une entreprise de taille. Ça, c'est toujours intéressant, quoi. Donc, mais c'est pas nous en tant que petit investisseur qui allons leur faire changer donc la manière de faire, quoi. Donc Et clairement, les grandes capitalisations cotées à la Bourse de Bruxelles, ça va être un peu plus difficile de taper la discussion avec le CEO, mais il y a plein de capitalisations moyennes, de petites capitalisations, où à ce moment-là, on peut avoir une discussion avec le CFO, avec le CEO. Ils sont aussi là pour rencontrer leurs actionnaires. Tout à fait. Oui, et puis il faut pas oublier non plus que, puisqu'on parlait des AG, les assemblées générales, c'est généralement l'occasion aussi de faire voter les actionnaires sur tout un tas de questions. Ça peut être notamment la rémunération du CEO. La durée des mandats, ouais. Je pense qu'on n'aurait pas eu de problème avec la rémunération de Warren Buffett, parce qu'il se prenait $100,000 par an. S'il y a bien un CEO qui était sous-payé, c'est bien Warren Buffett, quoi. C'était pas le plus gourmand. Et donc c'est ici que se termine le Tracker Talk de cette semaine. Merci messieurs pour votre participation et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de votre podcast préféré. Nous vous présenterons l'histoire de Lucien, un jeune investisseur de 19 ans qui place en bourse les gains de ses ventes de vêtements de seconde main. Tout un programme. Je vous rappelle aussi que les inscriptions sont toujours ouvertes pour assister à l'émission que nous enregistrerons en direct du Kinépolis de Bruxelles le lundi 26 mai prochain. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. À la semaine prochaine.